Alors, merci au professeur Bakali pour son aimable invitation à participer au congrès virtuel de la vision de Rabat 2020. Et je parlerai au cours de cette présentation de l'apport de l'OCT et de l'OCT en géographie dans les uvéites. Vous savez tous que la tomographie en cohérence optique ou OCT est une technique d'imagerie non invasive, sans contact, que cette technique permet d'avoir des images in vivo en coupe optique de la rétine avec une haute résolution et que l'OCT permet une analyse qualitative et quantitative de la jonction vitréo-rétinienne, de la rétine, de l'espace sous-rétinien, de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde. Alors, l'OCT est apparu dans sa version time domain en 1991 et depuis cette date, beaucoup de progrès ont été réalisés, incluant l'avènement de l'OCT Spectral Domain, l'OCT en face, l'EDI OCT et plus récemment le Swept Source OCT qui permet une meilleure résolution et une analyse plus fine de la choroïde en plus des autres structures. Quels sont les avantages de l'OCT Swept Source? Une utilisation d'une vitesse de balayage très rapide et d'une longueur d'onde importante, donc de 1050 nanomètres, avec une acquisition des images qui est plus rapide, avec une meilleure pénétration à travers des troubles des milieux et une visualisation simultanée de la rétine, de l'EP, de la choroïde et même de la sclère, avec des images d'excellente qualité. Quel est l'apport de l'OCT en général et de l'OCT Swept Source en particulier dans les uvéites? Détection, évaluation et surveillance de l'œdème maculaire et des autres modifications maculaires, l'évaluation des lésions inflammatoires, choroïdiennes ou rétiniennes, l'évaluation de la morphologie choroïdienne et enfin, l'OCT permettra un jour probablement d'évaluer l'inflammation de la chambre antérieure et du vitré. Alors, la première indication et le premier rôle de l'OCT, c'est l'œdème maculaire, c'est la détection et la quantification de l'épaisseur maculaire centrale qui peut être, cette épaisseur, cet épaississement peut être minime, modéré ou sévère, et l'épaisseur maculaire centrale dans les uvéites est significativement corrélée avec l'acuité visuelle, mais également avec d'autres paramètres fonctionnels incluant la micropérimétrie et l'ERG multifocal, la sévérité de la poussée inflammatoire et l'importance des diffusions vasculaires alangiofluo. L'œdème maculaire peut être classé en 4 grandes formes en se basant sur l'OCT. Il peut être diffus, cystoïde, isolé ou associé à un décollement cérébro-rétinien et enfin isolé ou associé à une membrane épirétinienne ou une traction vitréo-rétinienne. L'OCT est un élément important dans la surveillance sous traitement de l'œdème maculaire uvéitique et l'acuité visuelle après traitement peut redevenir normale avec une OCT qui montre des structures normales. Dans certains cas, on peut avoir une acuité qui ne remonte pas à 10 dixièmes et l'OCT permet de donner, de préciser la raison qui peut être des altérations séquelaires au niveau des couches externes ou des couches internes de la rétine. Quels sont les facteurs pronostiques devant un œdème maculaire uvéitique? Ces facteurs de mauvais pronostic visuel à l'OCT sont la présence d'un épaississement initial important,
C'est le caractère chronique de l'œdème maculaire, la présence de logettes cystoïdes, la présence d'une membrane épimaculaire ou d'une traction vitréo-rétinienne, et enfin la présence de petits points hyperréflectifs au niveau de la rétine interne ou de la rétine externe. La présence d'un décollement céréo-rétinien ne comprime pas le pronostic visuel. On a dans ces cas-là une acuité visuelle initiale plus basse que lorsqu'il n'y a pas d'œdème de DSR associé à l'œdème maculaire, mais il existe un plus grand potentiel d'amélioration anatomique et fonctionnelle. Les facteurs de mauvais pronostic visuel à l'ECT sont essentiellement les altérations des couches externes de la rétine, notamment l'altération de la zone ellipsoïde, c'est-à-dire la jonction ISOS, et l'atteinte de la zone d'interdigitation, ainsi que la désorganisation des couches rétiniennes internes. L'ECT est important pour le diagnostic des autres complications maculaires, l'atrophie maculaire, donc séquelaire, la fibrose sous-rétinienne, le pseudo-trou maculaire ou le véritable trou maculaire lamellaire ou de pleine épaisseur. L'ECT est importante dans l'évaluation des lésions chorio-rétiniennes inflammatoires et dans la toxoplasmose, par exemple. L'ECT Swap Source nous permet de faire le diagnostic de toxo, de nous aider à faire ce diagnostic, notamment dans les formes où il n'y a pas de lésions cicatricielles associées. Les données OCT incluent la présence d'une hyperréflectivité avec épaississement touchant avant tout les couches internes de la rétine, avec souvent un ombrage postérieur. Fait important, l'OCT montre un épaississement choroïdien localisé sous la lésion rétinienne, et cet épaississement choroïdien localisé est souvent associé à un soulèvement de l'EP avec ou sans décollement séreux rétinien, épaississement de la hyaloïde postérieure et la présence de points hyperréflectifs intravitréens, donc témoignant d'une hyalite. Le CT nous permet de suivre l'évolution de la rétinochoroïdite toxoplasmique avec cicatrisation, atrophie rétinienne, avec ou sans présence d'une cavitation intrarétinienne qui est assez évocatrice de la toxo, bien qu'elle puisse se voir dans d'autres rétinites infectieuses ou non infectieuses. L'endophtalmie endogène candidosique, donc la rétinite candidosique, avec des lésions arrondies, hyperréflectives, intéressant toute l'épaisseur rétinienne ou la rétine interne, ombrage postérieur, extension vers le vitré et la présence de lésions hyperréflectives pré-rétiniennes. Et contrairement à la toxo, comme vous pouvez le constater, en général, il n'y a pas dans ces lésions non toxoplasmiques d'épaississement choroïdien significatif ni de soulèvement de l'épithélien pigmentaire. D'autres lésions infectieuses, comme les lésions de rickettsiose, lésions de grande taille ou lésions de petite taille, on voit la même chose, c'est-à-dire une hyperréflectivité avec un épaississement rétinien au niveau des couches internes associé à un ombrage postérieur sans soulèvement de l'EP et sans épaississement choroïdien, et une atrophie après la résolution des lésions actives, atrophie associée à un déficit des fibres rétiniennes à l'examen clinique et un aspect de pseudo-foveola à l'examen en OCT. La choriorétinite placoïde postérieure, qui est un signe quasi pathognomonique de la syphilis, on voit à l'OCT des altérations des couches externes de la rétine avec présence d'élévation nodulaire
hyperréflective préépithéliale. L'OCT est importante dans l'approche diagnostique de la rétinite virale. Dans la nécrose rétinienne aiguë, on peut constater l'importance des lésions au niveau des différentes couches de la rétine, témoignant du caractère nécrosant de cette rétinite aiguë, dans la rétinite ACMV et enfin dans un cas de rétinite externe associée aux oreillons. Dans la maladie de Behçet, l'OCT est un examen essentiel montrant au niveau des infiltrats rétiniens de la maladie de Behçet une hyperréflectivité des couches internes avec un épaississement rétinien, avec ou sans ombrage postérieur. Et là encore, contrairement à la toxo, pas d'épaississement choroïdien donc sous-lésionnel et pas d'élévation de l'EP. Lorsque la lésion disparaît, elle ne laisse pas de cicatrice cliniquement visible, mais elle montre, comme pour toute lésion bétinienne, une atrophie des couches internes et un déficit focal des fibres rétiniennes. L'évaluation des lésions choriorétiniennes dans une pathologie comme le Mutes, on note évidemment ici un cas de Mutes typique, cliniquement et angiographiquement, et l'OCT montre des altérations au niveau de la zone ellipsoïde avec des irrégularités de l'EP et la présence de lésions hyperréflectives reposant sur l'EP. Vous pouvez également voir la présence de zones hyporéflectives à l'OCT en face structurelle. Évolution à 6 mois, disparition des lésions aiguës et normalisation quasi complète du profil OCT dans ce cas de Mutes typique. Dans l'épitéliopathie en plaques, les altérations intéressent toujours les couches externes de la rétine et de l'EP, et ces lésions, comme vous pouvez le constater, sont plus importantes et plus sévères que celles que l'on voit dans le Mutes, avec présence de lésions de zones hyperréflectives assez denses, touchant donc les couches les plus externes de la rétine. Après un mois d'évolution, on peut noter l'amélioration de l'aspect OCT avec néanmoins quelques altérations résiduelles au niveau des couches externes et de l'EP. Dans l'Azor, qui est une entité particulière du syndrome des taches blanches du fond d'œil, le diagnostic est en général fait grâce à l'imagerie multimodale clinique autofluo, mais l'OCT permet d'aider à faire ce diagnostic montrant des irrégularités et des altérations diffuses de la zone ellipsoïde, et on peut voir la jonction entre la rétine normale et la rétine altérée dans cette forme un peu particulière de rétinopathie auto-immune. L'OCT est un examen essentiel pour le diagnostic et la surveillance de la maladie de Vogt-Koyanagi-Arada à la phase aiguë. Les données OCT sont assez typiques, incluant la présence d'un décollement céréo-rétinien multifocal, la présence de matériel hyperréflectif sous-rétinien avec ses septa tout à fait typiques, présence de plis rétiniens et de plis de l'épithélien pigmentaire de la rétine, et constamment, dans le Vogt-Koyanagi-Arada à la phase aiguë, on a un épaississement choroïdien que l'on peut mesurer, que l'on doit mesurer et surveiller, et l'épaississement choroïdien ne peut être détecté et quantifié qu'avec le l'EDI OCT ou bien avec le Swept Source. Et l'avantage du Swept Source, c'est qu'il vous donne une idée non seulement sur la choroïde, mais sur toutes les couches, en commençant du vitré jusqu'aux couches les plus profondes de la choroïde. Et on peut constater, grâce à l'OCT, la disparition des signes aigus évocateurs de VKH et avec normalisation de l'épaisseur choroïdienne.
L'OCT vous aidera également à distinguer entre VKH, qui est une maladie inflammatoire, comme on le sait, et qui nécessite une corticothérapie à forte dose de façon urgente, et d'une CRSC, qui est une pathologie non inflammatoire qui contre-indique formellement l'usage de corticoïdes. Malheureusement, le diagnostic différentiel est parfois difficile entre ces deux entités et l'imagerie, la clinique et l'imagerie multimodale, incluant l'OCT, et en particulier le Swept Source OCT, vous aidera considérablement à faire le diagnostic différentiel et éviter de ce fait les erreurs thérapeutiques. Alors, le Swept Source OCT permet en quelque sorte de réaliser un choroidal mapping, et comme pour le retinal mapping, pour par exemple l'œdème maculaire, et ce mapping de la choroïde est utile pour le diagnostic et la surveillance de toutes les pathologies inflammatoires associées à un épaississement choroïdien, et bien entendu au premier chef le VKH, mais d'autres maladies inflammatoires choroïdiennes. Une autre utilité, un autre intérêt de l'OCT Swept Source, c'est l'évaluation de l'atteinte choroïdienne sous forme de néovaisseaux choroïdiens inflammatoires. Et l'OCT est très utile, par exemple, dans une choroïdite ponctuée interne qui peut se compliquer, on le sait, de néovaisseaux choroïdiens, et l'OCT qui vous montre un épaississement avec une hyperréflectivité fusiforme sous-rétinienne associée à une exsudation intra- et sous-rétinienne, donc témoignant de la présence de néovaisseaux choroïdiens inflammatoires, donc nécessitant une injection intravitréenne d'anti-VEGF, en plus du traitement médical corticoïde et immunosuppresseur. Et l'OCT vous aidera à surveiller, à monitorer en quelque sorte la réponse au traitement de ces néovaisseaux choroïdiens. D'autres cas de néovaisseaux choroïdiens à l'OCT, néovaisseaux inflammatoires, et donc l'évolution de ces néovaisseaux après injection intravitréenne d'anti-VEGF. Cette injection est soit isolée, soit associée à des corticoïdes ou même des immunosuppresseurs dans certaines entités. Alors, l'OCT pourra probablement un jour nous aider à évaluer de façon précise, objective, quantitative, l'inflammation dans la chambre antérieure. Certaines études préliminaires ont montré que grâce à l'OCT, on peut quantifier le Tyndall cellulaire et qu'il existe une bonne corrélation entre les valeurs donc retrouvées à l'OCT et celles du flair, et donc une analyse objective de la sévérité de l'inflammation de la chambre antérieure est donc sera possible, mais c'est encore au stade expérimental. Il en est de même de l'inflammation vitréenne. Ce serait intéressant de pouvoir analyser qualitativement et surtout quantitativement la hyalite dans ses deux composantes cellulaires et protéiques grâce donc à l'OCT, et ça pourrait être utilisé comme un marqueur d'évolutivité de la maladie et de réponse au traitement. Alors, passons maintenant à une deuxième modalité plus récente de la Swept Source, c'est l'OCTA. Nous savons tous que l'angiographie à la fluorescéine demeure le standard, le gold standard, pour l'évaluation des uvéites postérieures et intermédiaires, mais que cette technique ancienne, dont le rôle est maintenant bien établi, a quand même certaines limites. Elle est invasive, elle est coûteuse et elle est bidimensionnelle. L'OCT angiographie est une technique plus récente. Elle est non invasive, elle est tridimensionnelle et elle permet une analyse précise des anomalies microvasculaires touchant la rétine ou la choroïde. Et le rôle de cette nouvelle technique dans les uvéites, et surtout les uvéites associées à une atteinte vasculaire, rétinienne ou choroïdienne, et s'est avéré utile en complément, ça c'est important, en complément de l'angio et de l'OCT structurel, particulièrement dans les uvéites où il y a une vasculite rétinienne,
Dans les uvéites où existe une pathologie inflammatoire qui intéresse surtout les couches internes de la choroïde, et enfin dans l'évaluation des néovaisseaux choroïdiens inflammatoires. Alors, dans l'uvéite intermédiaire, des études récentes ont montré que l'OCT-angio montre la présence de zones de non-perfusion capillaire plus fréquemment dans les uvéites intermédiaires avec vasculite rétinienne comparé aux uvéites intermédiaires sans vasculite rétinienne, et que le plexus vasculaire profond était plus fréquemment et plus sévèrement atteint que le plexus vasculaire superficiel. Nous avons mené une étude prospective dans le service il y a 3 ans sur la maladie de B7 et nous avons constaté que le CTA était supérieur à la fluo dans l'évaluation des modifications microvasculaires périfovéolaires, que là aussi le réseau profond était plus fréquemment et plus sévèrement atteint que les réseaux superficiels, et plusieurs anomalies ont été détectées, incluant une rupture de l'arcade anastomotique périfovéolaire, un élargissement de la ZAC, la présence de territoires de non-perfusion capillaire qui étaient fréquemment retrouvés, et d'autres anomalies qualitatives, et la densité vasculaire rétinienne était réduite par rapport au groupe contrôle. Dans la sarcoïdose, une étude récente montre l'intérêt de l'OCTA dans l'évaluation des modifications microvasculaires donc observées au cours de la sarcoïdose, rupture de l'arcade anastomotique, zone d'hypoperfusion et anomalie capillaire. Et les zones de non-perfusion étaient plus fréquentes dans le plexus capillaire profond, alors que les autres anomalies capillaires étaient plus fréquentes dans le plexus superficiel. Dans la choriorétinopathie de Birdshot, des télangiectasies et des dilatations capillaires, une augmentation des espaces intercapillaires et une raréfaction vasculaire touchant à la fois le réseau superficiel et le réseau profond, et la présence de zones d'hypoperfusion, donc au niveau de la choriocapillaire, et il y avait une corrélation entre ces zones d'hypoperfusion, donc au niveau de la choriocapillaire, et avec l'activité et la sévérité de la maladie de Birdshot et avec la diminution de l'épaisseur maculaire centrale à l'OCT structurel. Dans le lupus, cet examen, le CTA, est également un examen très utile, montrant une diminution de la densité vasculaire rétinienne, surtout en cas d'atteinte rénale associée, et les anomalies en OCTA étaient corrélées avec l'âge du patient ou de la patiente, l'acuité visuelle et l'activité de la maladie, ce qui a été confirmé dans une étude faite dans le service. Syndrome de Susak est une vasculite rétinienne occlusive qui touche les artères rétiniennes. Et voici un cas de syndrome de Susak compliqué d'occlusion de branches artérielles rétiniennes. Et vous pouvez constater l'intérêt de l'ECTA dans la détection, dans l'évaluation des territoires ischémiques dus à l'occlusion artérielle, et vous avez également l'OCT structurel qui montre l'atrophie rétinienne séquelaire de cette occlusion. Et au stade aigu, l'OCT peut montrer bien sûr une hyperréflectivité des couches internes en rapport avec le blanchiment rétinien ischémique. Dans les vasculites tuberculeuses, l'OCTA est également intéressante en plus de l'OCT. Et voici un cas de vasculite tuberculeuse où l'OCTA montre une distorsion vasculaire, une raréfaction capillaire avec présence de zones de non-perfusion au niveau surtout du réseau profond, mais les télangiectasies, la distorsion vasculaire, comme vous pouvez le constater, intéressent les deux réseaux superficiels et profonds. Vasculite occlusive tuberculeuse
avec présence de néovaisseaux prépapillaires, et l'OCTA peut vous aider à diagnostiquer, à détecter, à confirmer la présence de néovaisseaux papillaires. Voici un cas de vasculite tuberculeuse compliquée d'ischémie rétinienne étendue avec des néovaisseaux papillaires, et on peut constater l'involution des néovaisseaux papillaires à l'OCT angiographie après traitement antituberculeux, corticoïdes et photocoagulation au laser des territoires ischémiques. Dans la toxoplasmose, l'OCTA peut montrer des anomalies vasculaires intrarétiniennes aussi bien au cours de la phase active que de la phase cicatricielle de l'atteinte toxoplasmique. Rickettsiose, voici un cas de rétinite rickettsienne compliquée d'ischémie rétinienne, donc une vasculite occlusive, et vous voyez que les signes de vasculite occlusive sont mieux délimités à l'OCT angiographie qu'à l'angiofluo, et ces territoires d'ischémie sont mieux visibles après résolution de la rétinite rickettsienne. Un cas de West-Nile choriorétinite associé à une occlusion artériolaire. On voit sur cette photo des ondes de blanchiment rétinien, en plus des foyers de choriorétinite, et l'OCT angiographie montre mieux que la fluo les territoires de non-perfusion, la raréfaction capillaire et la désorganisation diffuse du réseau capillaire qui intéresse le réseau superficiel et le réseau profond. Alors, l'OCT angio est utile en complément de l'OCT structurel dans l'évaluation de l'œdème maculaire uvéitique. Alors, lorsqu'on a un œdème maculaire uvéitique, on fait des OCT et on fait des OCT angiographies, et en général, comme vous pouvez le constater, les logettes cystoïdes se traduisent à l'OCT angiographie par la présence de zones sombres, noires, bien limitées au niveau, qui sont surtout visibles au niveau du réseau profond de l'OCTA. Après la résolution de l'œdème, nous avons trois possibilités à l'OCT angiographie. Soit une normalisation complète de l'OCT angio, et en général, l'acuité visuelle est normale ou proche de la normale. On peut avoir une normalisation partielle, voire même dans certains cas, la persistance de zones d'hypoperfusion après la disparition des logettes d'œdème maculaire cystoïde. Donc, l'OCTA peut aider au diagnostic et surtout à évaluer le pronostic de l'œdème maculaire uvéitique en fonction de la normalisation complète ou incomplète de l'OCTA après disparition de l'œdème maculaire à l'OCT. Dans le VKH, l'OCT est essentiel, mais l'OCTA peut également nous aider en montrant des zones d'hypo-intensité intéressant la choriocapillaire, et ces zones vont diminuer, disparaître au cours de l'évolution sous traitement et peuvent réapparaître en cas de récidive. Donc, l'OCTA est utile dans l'approche diagnostique et dans la surveillance du VKH à la phase initiale et au cours de la surveillance. L'OCTA est essentiel dans l'épithéliopathie en plaques, et vous pouvez ici constater dans ce cas typique d'épithéliopathie en plaques la présence de ces zones géographiques hypo-intenses d'hyposignal touchant la choriocapillaire, avec une diminution du flux sur le B-scan. On voit bien que le flux est absent au niveau des zones sombres à l'OCT en face, et une diminution de ces zones hypo-intenses avec une amélioration significative du flux au niveau de la choriocapillaire 6 semaines plus tard. Et en général, ceci va de pair avec une amélioration, voire même une normalisation de l'acuité visuelle. Dans le MUTS, l'OCTA est en général normal, mais dans certains cas, on peut voir de quelques zones hypo-intenses au niveau de la choriocape
qui disparaissent en général avec une acuité qui redevient normale. Ici, un cas de Mutes beaucoup plus atypique, où on voit beaucoup un hyposignal important étendu au niveau de la choriocape, et on voit l'amélioration significative de la perfusion de la choriocape un mois plus tard, avec une amélioration de l'acuité visuelle. D'autres cas d'atteinte choroïdienne diagnostiqués avec l'OCTA. Ici, un cas de choroïdite pseudo-serpigineuse tuberculeuse. On peut voir la situation au départ. Et ensuite, l'amélioration de la perfusion choroïdienne après instauration du traitement. Ici, un premier cas de Relentless Placoid Chorioretinopathie, qui est une maladie dont le diagnostic ne peut être fait qu'après avoir exclu toutes les causes infectieuses, notamment la tuberculose, mais également la syphilis. Et la situation, 6 semaines après le début du traitement, on constate l'amélioration de l'OCTA. Il en est de même de ce deuxième cas de cette entité. Ici, un cas de maculopathie unilatérale idiopathique aiguë. L'imagerie multimodale est essentielle et l'OCTA donc fait partie de cette approche multimodale de cette maladie rare qui touche la macula. Alors, l'OCTA est essentiel dans le diagnostic des néovaisseaux choroïdiens inflammatoires. Donc, on ne peut pas exclure des néovaisseaux ou distinguer formellement entre néovaisseaux choroïdiens inflammatoires et lésions de choriorétinite sans avoir une OCTA. Parfois, le diagnostic différentiel est difficile et pourtant, c'est important de dire si l'hyperfluorescence que l'on voit correspond à une membrane néovasculaire qui diffuse ou correspond à des lésions inflammatoires. Et bien sûr que l'OCT est utile, mais l'OCT structurel ne permet pas toujours de faire la distinction et l'OCTA permet de trancher définitivement ce diagnostic différentiel entre néovaisseaux et lésions inflammatoires. Et vous avez ici un cas de néovaisseau choroïdien parfaitement bien visible et donc la lésion qui diffuse n'est pas une lésion inflammatoire mais un néovaisseau. Et donc, cela justifie le recours à une injection d'anti-VEGF en plus du traitement médical. Voici le rôle de l'OCTA dans la surveillance justement de ces néovaisseaux choroïdiens inflammatoires après injection. Et on peut constater à l'OCT la diminution des signes d'activité, à savoir le DSR, le DEM intrarétinien, et la diminution de la taille et de l'hyperintensité du lastif vasculaire à l'OCT angiographie. Donc, en conclusion, l'utilisation combinée de l'OCT et de l'OCTA est importante et extrêmement utile dans l'approche diagnostique des uvéites postérieures et intermédiaires chaque fois qu'il y a une atteinte rétinienne, vasculaire ou choroïdienne. Et il est indéniable que la technologie SwepSource nous offre des avantages par rapport à la technique Spectral Domain classique. L'OCT structurel est surtout important pour l'œdème maculaire, sa détection, son évaluation qualitative et quantitative et sa surveillance. Importante également pour les autres lésions maculaires et qu'elles soient irréversibles ou réversibles, et dans l'analyse précise des lésions rétiniennes et choroïdiennes d'origine inflammatoire. L'OCTA, qui est une modalité plus récente mais prometteuse, donc son importance est évidente dans les vasculites rétiniennes, surtout quand il y a une composante occlusive, dans les pathologies choroïdiennes inflammatoires associées à une hypoperfusion choroïdienne et dans le diagnostic et l'approche thérapeutique des néovaisseaux choroïdiens d'origine inflammatoire. Alors, les avancées technologiques en cours et à venir nous permettront sûrement une
une approche encore meilleure sur le plan diagnostique, thérapeutique et pronostic de la pathologie choriorétinienne inflammatoire. Merci infiniment pour votre attention.